ISS. Donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Je suis Joanne Saint-Charles, la directrice de l'Institut Santé-Société, et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Dautel aujourd'hui, qui est avocat au Québec, mais qui est aussi étudiant en droit à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, mais qui a aussi étudié à l'UQAM. Maintenant, je sais. Et en fait, c'est un doctorat en co-tutelle avec l'Université de Lyon. Donc, Monsieur Dautel va nous parler de la participation des travailleuses et des travailleurs à leur processus de retour au travail après un trouble de santé mentale. Alors, finalement, sans plus tarder, je vous donne la parole. Vous pouvez démarrer votre présentation. Pour tout le monde, lorsque la présentation sera terminée, je vais revenir en place aussi, vous inviter à poser des questions ou à faire des commentaires. Et je vous inviterai à ce moment-là à ouvrir vos caméras pour qu'on ait l'impression qu'il y a vraiment du monde avec nous. Je comprends parfaitement que pendant la période présentation où il y a de toute façon une grande diapositive à l'écran, on garde nos caméras fermées. Mais ensuite, quand on échange, c'est vraiment sympathique de pouvoir les ouvrir et on ne sera pas trop nombreux, alors il n'y aura aucun souci pour que vous posiez vos questions à haute voix. Mais maintenant, Jean-Paul Dautel, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran. Yep. Donc en principe, vous voyez. Alors, merci beaucoup, Joanne, et merci à Catherine de m'avoir invité pour les midi-conférences de l'Institut Santé-Société. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce format, et en tout cas, c'est intéressant que vous puissiez, nous, doctorants, nous inviter à présenter nos recherches en l'état, soit en cours de doctorat, soit un peu comme moi, en fin de doctorat. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter finalement la partie, le sujet, la recherche empirique que j'ai faite dans le cadre de ma recherche doctorale, qui portait donc sur le retour au travail après un trouble de santé mentale. Alors, et la question que je me posais, c'était finalement quelle participation donne-t-on au travailleur dans son processus de retour au travail? Alors, j'ai fait une étude terrain qui s'est réalisée et au Québec et en France, donc dans le cadre de mon doctorat que je fais en co-tutelle avec l'Université d'Ottawa et l'Université Lyon 2. Alors, s'agissant du sommaire de la présentation, je vais faire une première partie sur la présentation de la recherche, je vais présenter ma recherche. Ensuite, une seconde partie sur la méthodologie que j'ai empruntée. Et enfin, peut-être le plus intéressant, les résultats de la recherche et de voir un petit peu ce sur quoi il faut finalement axer des progrès, que ce soit au niveau du droit ou au niveau des pratiques, sur le retour au travail. Alors, s'agissant de la présentation de la recherche, alors donc je poursuis donc un doctorat et mon sujet de thèse porte sur la manière dont le droit québécois et le droit français organisent et participent à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs, des personnes ayant un trouble de santé mentale. Alors, en d'autres termes, je m'intéresse à ce que le droit prévoit dans ces deux domaines d'action, insertion et maintien, et quelle place il prend à côté d'autres acteurs, et notamment les acteurs qu'il désigne lui-même comme des acteurs clés. Alors, dans les domaines sous étude, nous assistons très souvent à l'adoption en droit des lois cadres qui renvoient l'aspect opérationnel à un certain nombre d'acteurs désignés, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Alors, ma recherche a ainsi vocation à s'intéresser à la situation, alors d'une part des personnes ayant un trouble sévère de santé mentale, qui sont éloignées de l'emploi, et d'autre part des travailleurs qui s'absentent de leur poste de travail en raison d'un trouble de santé mentale. Alors, bien que ces deux groupes puissent paraître dans des situations différentes, l'une dans sa volonté d'accéder à l'emploi et l'autre dans sa volonté d'être maintenu dans l'emploi ou plus largement
euh, dans un emploi, un nœud commun existe néanmoins entre eux dans les modes opératoires utilisés en vue de favoriser ou de préserver leur emploi. Alors ce nœud commun s'est révélé à l'issue de mon travail de thèse. Il consiste dans la technique d'insertion ou de réinsertion professionnelle utilisée, que cela soit pour le premier groupe, donc ceux qui sont éloignés de l'emploi, ou le second pour lesquels l'emploi doit être préservé. Le droit et les acteurs désignés empruntent celle du handicap, à savoir que le modèle d'analyse est essentiellement basé sur une perspective biomédicale qui prend peu, voire pas en compte, la question de la santé au travail et centre ses interventions davantage sur les capacités fonctionnelles. On parle d'aptitude, d'inaptitude, et comment ces capacités peuvent s'insérer dans les modes d'organisation du travail. Il y a une segmentation donc entre d'une part la réadaptation, c'est le schéma qui est plutôt adopté d'un côté, et de l'autre de la santé au travail qui lui est un peu plus ignoré. Alors certes, il y a une certaine adaptabilité des organisations du travail, mais comme nous le verrons plus loin, avec des limites qui sont très vite atteintes. Aussi, alors bien que le champ des personnes concernées par ma recherche doctorale soit plus large, la partie qui nous intéresse aujourd'hui portera sur la situation particulière des travailleurs qui s'absentent de l'entreprise en raison d'un trouble de santé mentale et donc pour lesquels le droit agit en vue de préserver leur emploi. Le trouble de santé mentale a une acception large, incluant minimalement, alors au sein des milieux de travail, les troubles sévères de santé mentale et plus majoritairement les troubles de ce qu'on dit ou ce qu'on appelle courants de santé mentale, à savoir ceux que l'on rencontre le plus souvent sur les lieux de travail et qui sont, selon la littérature en psychodynamique du travail, les troubles transitoires qui se manifestent par différents symptômes émotionnels, que ce soit des symptômes anxieux ou dépressifs, ou des symptômes comportementaux, irritabilité, imprudence, en réaction à des événements stressants qui proviennent soit de la vie personnelle, soit de la vie professionnelle. Alors, mes questions de recherche sont au nombre de deux. La première est de savoir est-ce que la participation du travailleur à la base est recherchée par les acteurs clés désignés par le droit. Et deuxièmement, de l'affirmative, cette participation permet-elle aux travailleurs de prendre part de manière autonome aux décisions les concernant. Alors, qu'entend-on par participation du travailleur ? Le concept de participation est emprunté de la sociologie, alors pas du droit, mais plutôt de la sociologie de la participation sociale, et consiste en une coopération mutuelle et réciproque entre d'une part la société, qui a vocation à inclure les individus, et d'autre part la personne qui contribue au fonctionnement de la société. Il y a donc une sorte de réciprocité ou de mutualité des échanges que l'on appelle plus simplement la solidarité sociale. Alors, ce concept mobilise deux théories. La première est celle de l'autodétermination de la personne et la seconde est celle de la valorisation du rôle social. S'agissant tout d'abord de l'autodétermination de la personne, c'est la possibilité pour elle de faire des choix et de prendre des décisions qui sont en accord avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut, c'est-à-dire avec ses préférences, ses valeurs et ses objectifs, sans qu'elle subisse de contraintes externes injustifiées, en d'autres termes, qu'on la force injustement à faire des choix. Alors pour développer l'autodétermination, c'est l'autre théorie qui va être mobilisée, qui est celui de la valorisation des rôles sociaux par la société, à savoir par la création d'environnements inclusifs, c'est-à-dire d'environnements qui sont bienveillants, valorisants, capacitants et donc générateurs de développement personnel. Alors, les théories de l'autodétermination et de la valorisation des rôles sociaux sont reprises dans les modèles de psychodynamique du travail après un trouble de santé mentale. Nous avons donc, d'une part, la dynamique personnelle
au titre de l'autodétermination, et d'autre part, l'inclusion sociale par la valorisation des rôles sociaux. Si je prends par exemple pour référence les travaux de Louis Saint-Arnaud et ses collègues, le retour au travail après un trouble courant de santé mentale poursuit deux objectifs. Le premier est de repositionner le travailleur comme acteur clé de son processus de retour au travail, en influant sur la réalité selon ses propres aspirations. Et deuxièmement, c'est d'impliquer le monde de l'entreprise dans son ensemble afin de créer un environnement du travail qui est favorable au retour au travail et au maintien dans l'emploi. Alors, le schéma dynamique que l'on décrit au sein de la société doit également se retrouver au sein de l'entreprise. Cela implique ainsi de la part de l'entreprise une écoute, une compréhension et une prise en considération de l'expérience subjective du travailleur qui permettront de déterminer d'ailleurs les obstacles et les leviers au rétablissement et au retour au travail. Et cela sera d'autant plus important lorsque le trouble de santé mentale résultera des conditions ou de l'organisation du travail. Une double approche individuelle et organisationnelle est donc à opérer, et il faut bien comprendre que le retour au travail ne s'opère pas après la guérison du travailleur, mais participe à la reconstruction de sa santé. Alors, question, comment chacun des droits nationaux au Québec et en France matérialise-t-il cette participation? Prévoit-il cette participation? Alors, en matière de prévention, il y a une reconnaissance d'un droit à la protection de la santé au travail, tant sur le plan international, si on prend les instruments de l'OIT, des Nations Unies ou de l'Union européenne, que national. Alors, au Québec, sur les dispositions nationales, on trouve la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la loi santé et sécurité du travail, et sur le plan fédéral, le Code canadien du travail. En France, on retrouve ce droit à la protection de la santé au travail via le préambule de la Constitution de 1946 et le Code du travail, auquel réfèrent les principales lois, par ailleurs, sur la fonction publique. Les travailleurs sont donc regardés comme, d'une part, des sujets de droit dans la mesure où l'employeur doit tenir compte de la diversité des capacités fonctionnelles de ces travailleurs dans la réalisation du travail, et d'autre part, comme des acteurs de leur santé et également de celle des autres personnes du milieu de travail. On retrouve donc à nouveau cette dynamique d'échange que l'on évoquait pour illustrer la participation sociale. Le travailleur doit être dynamique, l'environnement de travail doit être dynamique, et les deux doivent s'apporter mutuellement. Alors toutefois, la dimension du concept de santé au travail, tel qu'appréhendé par le droit, s'inscrit davantage dans une dimension collective, et donc objectivée et causaliste de la santé au travail. Les dispositions en droit de la santé et sécurité du travail visent à lutter contre des agents causals objectivement pathogènes pour la collectivité de travail. Lorsque je dis, alors objectivement, lorsque j'utilise cet adverbe objectivement, je veux dire qu'ils sont mesurables dans la réalisation de l'activité de travail. Par exemple, le bruit est mesurable, les taux de poussière sont mesurables, les vibrations sont mesurables, la charge apportée est mesurable. Alors cela fonctionne super bien pour ces situations qui sont identifiables, mais beaucoup moins pour les situations de stress professionnel qui relèvent de la charge de travail vécue ou du vécu du travailleur. En matière de retour au travail, si un certain dialogue est institué entre le travailleur ou son représentant syndical et l'employeur, et en France le médecin du travail, sur les solutions d'adaptation et de réaffectation, objectivement envisageables au vu des prescriptions médicales, se pose toutefois la question d'un véritable dialogue sur l'expérience subjective du travailleur, de sa santé au travail. Et c'est là où on s'aperçoit que cette partie de la discussion est laissée par le droit à la main des acteurs clés du retour au travail. Le droit ne l'envisage pas, et c'est à la responsabilité des acteurs désignés de l'interroger et de la prendre en compte.
Alors, s'agissant de la méthodologie utilisée, donc, afin d'interroger la place du travailleur dans son processus de retour au travail, j'ai eu recours à une méthode de recherche qualitative afin que les acteurs clés, c'est-à-dire ceux qui sont désignés par le droit, décrivent et fassent comprendre de leur point de vue le phénomène de la participation du travailleur à travers leur récit, alors tant des causes et du traitement des absences pour un trouble de santé mentale, que du processus lui-même de retour au travail. J'ai donc mené 19 entrevues semi-dirigées avec des employeurs, des représentants syndicaux et également en France des médecins du travail. Et ces participants exerçaient ou intervenaient dans 3 secteurs d'activité. Le premier, celui du service postal, le deuxième, celui de la santé, et le troisième, celui de l'informatique. Alors, le choix de ces secteurs a été opéré afin de représenter la diversité des normes juridiques applicables, droit fédéral, droit provincial, droit public, droit privé. Alors, les résultats de la recherche. Alors, eu égard au temps de la présentation, je vais limiter mes observations aux troubles de santé mentale qui sont causés par le travail. Alors, de mes entrevues, il ressort unanimement qu'il est attendu du travailleur qu'il soit acteur de sa reprise d'activité, et certains utilisent le terme d'acteur de son changement en cas d'inaptitude au poste de travail. À cet égard, il est demandé aux travailleurs 2 actions principales, c'est-à-dire d'être force 1 de proposition au moment de sa visite médicale. Et si je prends la situation de la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail en France, ce dernier identifie ce moment comme le moment opportun pour le travailleur pour formuler ses attentes et ses besoins quant aux conditions de son retour au travail, et 2, d'être force d'initiative dans la prise de contact avec son manager ou gestionnaire pour préparer les modalités de son retour au travail, et le cas échéant avec les organisations syndicales qui, dans les milieux syndiqués au Québec, participent à l'obligation d'accommodement, ou de manière moins officielle en France, puisque les représentants syndicaux en France ne participent pas directement à l'obligation d'adaptation ou de reclassement, mais peuvent à tout le moins faciliter le reclassement, soit par les contacts de leur réseau, soit par des aides à la rédaction de curriculum vitae ou de l'aide de motivation, ou encore de mise en relation. Alors, cette proactivité est d'autant plus souhaitée du côté patronal que la pathologie n'est pas visible à leurs yeux. On va dire radiographiquement, à la différence, par exemple, d'une fracture osseuse ou d'une entorse ligamentaire. Alors, cette proactivité sous-tend que l'entreprise n'agira que si le travailleur agit lui-même. De même, les organisations syndicales ne pourront intervenir en faveur du travailleur que si ce dernier en fait les démarches. Alors, si la participation active du travailleur est recherchée, il existe 3 types de limites qui affectent cette participation. Premièrement, sous l'angle du sujet même de la santé mentale. Deuxièmement, sous l'angle de l'implication du travailleur. Et enfin, troisièmement, sous l'angle de son influence sur son parcours professionnel à venir. S'agissant de la première limite, alors tout d'abord, sous l'angle du sujet de la santé mentale, le trouble de santé mentale, qui a pour effet d'altérer la capacité cognitive, de jugement et de choix de la personne, fait en sorte que l'exigence de proactivité peut être problématique. Comme nous l'avons dit précédemment, le retour au travail après un problème de santé mentale ne s'opère pas après la guérison du travailleur, mais participe à la reconstruction de sa santé. Cela induit 2 choses. 1, que la santé mentale se reconstruise dans le processus même de retour au travail, qui démarre dès le début de l'absence et se poursuit après le retour, après la reprise d'activité. Et deuxièmement, en aval de ce processus, que le travailleur ait pu élaborer son expérience vécue du travail, c'est-à-dire en l'appréhendant, la revisitant et la décrivant pour ensuite pouvoir la rendre accessible aux échanges avec les acteurs clés et à la description des facteurs qui pourront soutenir ou au contraire nuire à son retour au travail. Or, il ressort des entrevues réalisées que ce processus thérapeutique de retour au travail, pour rétablir la santé mentale du travailleur, n'est pas respecté en raison, alors principalement
et on verra que les deux autres points découlent de ce point principal. Donc, premièrement, d'un silence institutionnel sur la thématique de la santé mentale. Il est en effet noté dans les différents secteurs d'activité étudiés un déni des problèmes de santé mentale, soit parce que les facteurs stressants sont ancrés dans le métier, et c'est la fameuse phrase de « cela fait partie du métier », soit parce que les acteurs clés, ne pouvant toucher aux causes professionnelles des situations de mal-être au travail et n'ayant pas le temps d'agir, étant eux-mêmes acculés, se sentent impuissants à régler les problématiques de santé mentale. En outre, il est décrit une attitude patronale tendant à invisibiliser les liens entre le travail et la santé mentale, en dédramatisant les conséquences sur la santé mentale des conflits interpersonnels ou en pratiquant des expertises médicales, comme il est fait assez souvent au Québec. Cette attitude est par ailleurs aidée, on doit le dire, par la faible reconnaissance des lésions professionnelles d'ordre psychologique au Québec et en France. Si on s'attache un tout petit peu aux statistiques, c'est malgré une certaine augmentation, les problèmes de santé mentale représentent en moyenne moins de 1% des lésions indemnisées par le régime de compensation québécois et 1,6% des accidents du travail reconnus avec arrêt en France. Cet ensemble empêche ainsi de trouver les deux autres points, donc deuxième point, des solutions aux problèmes par la mise en place d'actions de prévention, celles qui sont concrètement mises en place dans les entreprises, en tout cas dans les entreprises des participants que j'ai pu interroger, sont considérées de façade par les acteurs médicaux et syndicaux interrogés. Et troisièmement, des espaces d'expression et de dialogue au bénéfice des travailleurs qui, en leur absence, s'enferment dans leur souffrance. La conséquence de ce silence institutionnel est que les interventions s'opèrent dans la majorité des cas en urgence, lorsque le travailleur décompense et donc trop tard, car il a souvent épuisé toutes ses ressources pour tenir. La deuxième limite à la participation active du travailleur porte sur l'implication du travailleur dans le processus de retour au travail. Alors, j'ai présenté 3 configurations d'intervention du retour au travail. S'agissant de la première, qui est que j'ai plus rencontrée en France. Donc en France, dans les grandes organisations telles que la Poste et les centres hospitaliers, il existe des structures intéressantes du retour au travail qui ont été mises en place. Alors, ce sont des commissions pluridisciplinaires de maintien dans l'emploi et ce sont des lieux d'échange entre la direction, les ressources humaines, les conseillers en mobilité professionnelle, les assistantes sociales, les référents handicap, les préventeurs, etc. Enfin, tous les acteurs pertinents du côté de l'entreprise qui peuvent guider la reprise du travail. Leur objectif est d'avoir une vision complète des compétences, des capacités, des restrictions du travailleur afin d'orienter le plus adéquatement les recherches de solutions, donc soit de retour sur le même poste de travail, soit sur un autre poste. Différentes mesures peuvent être décidées par ces commissions, telles qu'une étude de poste, des actions de formation, un bilan de compétences, de l'accompagnement personnalisé vers la mobilité professionnelle, des mesures de mi-temps thérapeutique en lien avec la sécurité sociale, un emploi aménagé, etc. Alors toutefois, plusieurs aspects négatifs sont relevés dans l'activité de ces commissions qui réduisent de fait l'implication du travailleur dans son processus de retour au travail. Premièrement, le fonctionnement de ces commissions est bâti sur la philosophie du handicap. On est dans le cadre du placement dans l'emploi et du maintien dans l'emploi de personnes ayant déjà des incapacités sans prendre en compte le caractère délétère du travail et donc les origines de l'affection. Deuxièmement, l'absence du travailleur lors des réunions. Seule une prise de contact en dehors des réunions de la commission est prévue avec lui. Troisièmement, l'absence des représentants du personnel en raison d'un manque avoué qu'un employeur m'a communiqué de maturité dans les relations patronat-syndicat. Et quatrièmement, des informations fragmentaires sont échangées entre les membres de la commission. Alors, en raison du secret professionnel du médecin du travail qui est présent et
de la peur des autres membres de la commission de faire des indiscrétions sur la situation du travailleur. Alors, ce caractère fragmentaire des informations s'explique par le fait que le travailleur n'est pas impliqué en amont pour savoir quelles informations il souhaite communiquer. Donc finalement, tout part de l'avis médical du médecin du travail avec un processus d'adaptation et de reclassement du travailleur en fonction de son inaptitude ou aptitude médicale, et à partir ensuite des éléments communs d'information que souvent le service des ressources humaines détient, à savoir le curriculum vitae, les formations suivies, les mobilités professionnelles réalisées, les comptes rendus d'entretien d'évaluation, etc. Comme l'indique un délégué syndical du groupe La Poste en France, le but du processus est uniquement de replacer coûte que coûte le postier au travail. Dans le deuxième cas de figure, schéma de fonctionnement employeur-syndicat, alors là on va se déplacer plus du côté du Québec, dans la gestion du retour au travail entre l'employeur et le syndicat au Québec, le travailleur a l'avantage d'être représenté par le syndicat, au titre de son devoir de juste représentation prévu par le Code québécois et le Code canadien du travail. Et le syndicat veille ainsi à ce que la recherche de solutions d'accommodement soit menée de bonne foi par l'employeur. Toutefois, au stade des discussions lors de la phase d'accommodement, le mandat du syndicat n'est pas exclusivement tourné vers les intérêts personnels du travailleur, mais également ceux des autres travailleurs de l'unité de négociation. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'intérêt individuel du travailleur concerné par l'accommodement et les intérêts collectifs des autres travailleurs. En outre, si le syndicat n'a pas été saisi par le travailleur lui-même, l'employeur décide de l'intervention au nom du syndicat, sauf s'il y a des dérogations aux dispositions conventionnelles à envisager, mais en tout état de cause, l'employeur détient le mot de la fin. Enfin, comme pour les commissions pluridisciplinaires vues précédemment, la recherche de solutions d'accommodement s'opère à partir des prescriptions du médecin traitant et donc de l'approche biomédicale de l'aptitude ou de l'inaptitude au poste de travail. L'intervention directe du travailleur dans la phase d'accommodement n'apparaît nulle part au travers de nos discussions d'entrevue. Par ailleurs, il est relaté de ces discussions d'entrevue qu'un échange s'opère très en amont entre l'employeur et le médecin traitant du travailleur, avant même la reprise, sur son devenir professionnel, au motif, alors du côté patronal, que les généralistes ne sont pas, les médecins généralistes ne sont pas outillés pour rendre un avis approprié sur le travail. Pour les syndicats, de l'autre côté, cela relève en fait d'une technique d'influence en se limitant à la question de la capacité ou de l'incapacité à la reprise du travail. Et certains participants m'ont indiqué que cet échange est davantage orienté vers l'invalidité plutôt que vers les capacités de reprendre et de se maintenir au travail. Enfin, le troisième schéma, la gestion directe du retour au travail entre le travailleur et le service des ressources humaines, a l'avantage que le dialogue s'opère sans intermédiaire et dans la proximité. Alors ça, je l'ai plutôt trouvé dans le secteur informatique. Néanmoins, la suite qui sera donnée à la situation du travailleur dépendra de la qualité de l'écoute de l'interlocuteur des ressources humaines et des marges de manœuvre qu'il a. Dans le secteur informatique, on m'a indiqué assez unanimement qu'il était difficile de sensibiliser la direction générale sur les situations de souffrance au travail, surtout quand cela concerne un gestionnaire. Et ça dépendra aussi des moyens qui sont mis à leur disposition, qui peut se limiter à référer au programme d'accompagnement des employés. Mais globalement, de ces trois schémas de fonctionnement, quel que soit donc le schéma retenu, l'implication du travailleur se retrouve nécessairement limitée par le fait que la discussion se centre sur le côté biomédical du problème de santé mentale, et donc que les choix de solutions à la reprise d'activité sont nécessairement orientés par ce discours médical. À partir de là, la participation du travailleur se trouve circonscrite le plus souvent à la seule validation des solutions que l'entreprise peut lui proposer. Et donc, on est bien loin de l'autodétermination comme on l'a défini au départ. La troisième limite à la participation active du travailleur porte sur l'influence du travailleur sur son avenir professionnel. Les limites émanent alors tout d'abord de la tardiveté des interventions portant sur le retour au travail qui se situe majoritairement au temps de la reprise de l'activité. Quand il est trop tard, finalement, quelle place laisse-t-on aux travailleurs?
la question qu'on peut se poser. Sa parole est déjà piégée finalement par le rôle de l'acteur clé qui n'écoutera le travailleur que pour réaliser sa propre mission, c'est-à-dire celle d'évaluation médicale et ou de recherche de solutions d'adaptation ou de réaffectation conformes au fonctionnement de l'entreprise. Deuxièmement, en outre, dans la mesure où le travailleur a épuisé toutes ses ressources jusqu'à ce que sa santé mentale soit solidement affectée, les possibilités de retour sur le même poste de travail paraissent extrêmement réduites, d'autant plus lorsque l'organisation du travail est peu adaptable. Alors, nous avons pu en effet constater au travers des entrevues que les contraintes imposées aux métiers et aux organisations du travail ne permettent que des solutions d'aménagement à la marge, c'est-à-dire minimales et temporaires. L'objectif, à chaque fois rappelé, est que le travailleur revienne à son rythme normal de travail, celui-là même qui l'a poussé à s'épuiser et donc à s'absenter. Enfin, ce que nous semblons constater de nos entrevues est qu'en cas d'épuisement finalement des ressources du travailleur, les seules mesures qui lui sont proposées sont des mesures de l'ordre de la réaffectation sur un autre poste. Le travailleur change de poste, part de là où il était. Toutefois, la recherche d'un autre poste connaît elle-même d'importantes limites en fonction certes des aptitudes et inaptitudes, mais également d'un certain nombre de critères que je vous ai mis dans une petite liste à droite. Alors tout d'abord, la classification de l'emploi précédemment occupé. Donc la réaffectation peut être limitée à des postes de la même classe d'emploi que celle du travailleur, ce que j'ai rencontré particulièrement à la Poste en France, où un facteur ne peut être finalement reclassé qu'à des postes de même classe, tels que opérateur de plateforme, ou chargé de clientèle dans des bureaux de poste, ou également au Québec, la problématique peut se poser lorsque l'emploi appartient à une unité de négociation qui va être différente de l'unité de négociation des postes de reclassement. Deuxièmement, la formation et les spécialités ou la spécialisation du travailleur. Alors, pour ceux qui ont un faible niveau de qualification ou une très grande spécialisation, ça peut être effectivement limitant pour retrouver un autre poste disponible dans l'entreprise. Troisièmement, la valeur attribuée à l'emploi exercé. Alors, par exemple, au sein d'un centre hospitalier, on m'a décrit l'accompagnement très suivi et collectif de retour au travail accordé aux médecins du centre versus celui très sommaire réservé aux autres professionnels du soin. Autre élément de limite, l'âge du travailleur. Les personnes proches de la retraite seront souvent orientées vers des dispositifs d'attente tels que les dispositifs de pré-retraite ou vers la sortie dans la mesure où des travailleurs plus jeunes peuvent être embauchés, comme dans le secteur de l'informatique. La disponibilité des emplois, qui peut être changeante en fonction de la mouvance des organisations ou restreinte en raison d'un fonctionnement récurrent en sous-effectif. La fin des petits travaux qui sont donnés en sous-traitance ou liés à la difficulté à budget constant de créer des postes doux qui pourraient être offerts de manière tournante au personnel. Et enfin, la taille de l'entreprise qui peut être un facilitant, certes, mais également un obstacle au retour au travail du fait de la distance avec les personnes en charge du reclassement. Dans les grandes entreprises, on ne se connaît pas forcément. La nécessité d'y investir beaucoup d'énergie par la difficulté à faire bouger les rouages de l'institution, la difficulté à connaître tous les postes, si l'on pense au super réseau de la santé au Québec, et du fait de la limite aussi géographique à la mobilité du travailleur. Et donc, les solutions de reclassement paraissent donc limitées, ce que semble corroborer les statistiques, particulièrement en France, où on estime qu'une déclaration d'inaptitude du médecin du travail débouche d'environ 95% des cas par une rupture du contrat de travail, un licenciement, une rupture conventionnelle. Alors, en conclusion, 3 points ont été révélés par la recherche qui affectent la participation active du travailleur à son processus de retour au travail. Le premier point est le centrage de l'absence et du processus de retour au travail dans le cadre biomédical.
la parole du travailleur va être filtrée à travers l'avis du médecin, traitant ou spécialiste qui est en charge de lui. Et le médecin choisira ses mots en fonction de ce que sa discipline ou parfois son commanditaire, si l'on pense aux pratiques d'expertise, lui dicte et de ce que le milieu de travail et son fonctionnement lui imposent. Alors que la participation active du travailleur devrait trouver vie dès le moment du diagnostic afin d'orienter la prise en charge de la problématique de santé mentale vers la bonne voie. Si le diagnostic enferme le travailleur dans une pathologie mentale associée à un traitement médicamenteux ou psychothérapie, la suite du processus de retour au travail sera nécessairement biaisée et aboutira aux situations qui nous ont été relatées de limitation de la participation du travailleur. Il importe donc que les médecins prescripteurs tiennent compte de l'expérience subjective du travailleur sur le rétablissement et le retour au travail et adoptent dès le départ une vision de santé au travail, ce qui implique naturellement des liens entre eux et le milieu de travail via les réseaux multidisciplinaires de santé publique en santé au travail au Québec ou de médecine du travail en France. Alors conséquemment, les actions engagées par les milieux de travail sont centrées sur l'inaptitude ou l'aptitude au poste de travail. La focale est mise sur l'avis médical, sur les prescriptions du médecin traitant ou médecin du travail. Il s'ensuit donc que la recherche de solutions dans le cadre de la reprise du travail s'opère essentiellement sur la base d'éléments objectifs, tels que 1. Les limitations fonctionnelles, 2. Les éléments caractéristiques personnels, tels que l'âge, et 3. Les éléments professionnels, classification, formation, parcours professionnel, etc. Enfin, les actions menées dans l'entreprise au titre des obligations patronales sont essentiellement des actions de réaffectation, sauf à ce que la personne soit apte à reprendre son métier et à se confronter de nouveau aux contraintes professionnelles, ce qui sera rarement le cas dans la mesure où elle aura usé l'ensemble de ses ressources. Le retour sur le même poste de travail, avec pour seul support des solutions d'aménagement minimal et temporaire, sera impossible. La seule solution consistera alors à réaffecter sur un autre poste. Donc ce schéma de traitement de l'absence et du retour au travail met complètement de côté toute préoccupation du caractère délétère du travail et donc de ce fait encourage finalement une sorte de désinsertion professionnelle des travailleurs ayant été victimes d'un trouble de santé mentale en lien avec le travail. Deux préconisations s'imposent donc. La première est que les médecins prescripteurs tiennent compte de l'expérience subjective du travailleur sur le rétablissement et le retour au travail et adoptent dès le départ une vision de santé au travail, en lien avec les réseaux multidisciplinaires de santé publique en santé au travail au Québec et de médecine du travail en France. La seconde est que les milieux de travail intègrent et appliquent les démarches de santé au travail dans le cadre du retour au travail, en questionnant leurs organisations au regard du bien-être physique, mental et social de leurs travailleurs, si je reprends la définition de la santé donnée par l'OMS. Ils doivent intégrer donc que le travail participe à la construction de la santé. Dès lors, la santé doit être une donnée essentielle dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de l'entreprise, et chaque entreprise devrait être dotée d'une véritable politique de santé au travail. Alors, pour terminer, quid de ces préconisations au vu des réformes récemment opérées au Québec et en France? Alors au Québec, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail de 2021 a l'intérêt, alors comparé à la France, d'intégrer très officiellement les risques psychosociaux dans la démarche de prévention des entreprises. Toutefois, s'agissant du retour au travail, aucune disposition générale sur l'encadrement de l'obligation d'accommodement n'est intégrée dans la loi en dehors de l'emploi convenable, mais qui se focalise sur une réaffectation du travailleur. On n'est plus sur un retour sur le même poste de travail, mais on est déjà sur l'étape suivante qui est de réaffecter le travailleur ailleurs. Par ailleurs, aucun travail de concertation entre les médecins traitants et les équipes plus interdisciplinaires du réseau québécois de santé publique en santé au travail n'est envisagé. Et enfin, concernant les acteurs internes à l'entreprise, donc pour les nouveaux représentants en santé et sécurité ou les agents de liaison en santé et sécurité du travail, certes étendu à tous les secteurs d'activité, il n'est pas fait expressément de référence à leur participation
à l'obligation d'accommodement. En France, la loi du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, a eu l'intérêt d'ajouter le thème de l'organisation du travail dans les éléments devant faire l'objet d'une évaluation des risques professionnels. Toutefois, elle continue à tout miser sur les services de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail, malgré les ressources minimes de ces services. Aucune mesure n'est dirigée en amont vers les médecins traitants, premiers référents et prescripteurs des arrêts maladie pour un problème de santé mentale. De même, aucune réforme n'est envisagée du droit de l'inaptitude, malgré des appels constants à une révision en profondeur du régime depuis plusieurs années, si l'on se réfère par exemple au rapport Gosselin de 2007 sur l'aptitude ou l'inaptitude médicale au travail. Enfin, elle n'institue aucun relais interne en entreprise pour la mise en place des actions de retour au travail, à l'image par exemple du référent handicap, qui est obligatoire dans les entreprises en France, mais uniquement pour les travailleurs qui sont administrativement reconnus travailleurs handicapés. Finalement, nous aboutissons à un certain constat d'échec du droit à épouser une vision cohérente du retour au travail après un trouble de santé mentale, et d'ailleurs on aurait vivement la volonté qu'on s'oriente davantage sur les mécanismes de prévention, plutôt que de créer des dispositifs spécifiques sur le retour au travail. Et c'est tout le système, tant juridique que dans les pratiques du retour au travail, qu'il faut reformater dans le bon sens, à savoir celui de l'écoute du travailleur et de prendre en compte la santé au travail. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Moi, je vous remercie pour votre présentation. On a plusieurs applaudissements déjà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et comme je l'annonçais au départ, je vous invite à poser vos questions ou à apporter vos commentaires de vive voix. Je vous invite à ouvrir votre caméra pour que ce soit plus sympathique, qu'on ait l'impression d'être avec des personnes et pas avec des petits carrés noirs. On a dans la conversation de Sophie Meunier, un bravo et merci beaucoup pour la présentation. C'est toujours apprécié quand même. Est-ce que j'ai des... Oui, Maxine, pardon, Oui, vous avez la main levée. Je ne peux pas allumer ma caméra. Je ne sais pas pourquoi ça me dit que je n'ai pas le droit. Mais Bon, je vais regarder si c'est de notre faute. Pendant donc, que... je m'excuse. C'est bon. Tu regarder? Oui, ça me dit OK. Très bon. Merci, Jean-Paul, pour la présentation. J'avais hâte d'en parler plus de tes résultats. J'avais deux questions. En fait, peut-être que j'ai manqué un bout. Je suis dans un café aussi, donc je m'excuse s'il y a du bruit. Est-ce que c'était tous des travailleurs, c'était tout le milieu syndiqué que tu as regardé uniquement, ou est-ce qu'il y avait aussi un milieu non syndiqué? Je n'étais pas sûre de ça. Et si oui, s'il y avait du non syndiqué, est-ce que tu as pu constater des éléments par rapport à la participation des travailleurs et des travailleuses, donc, qui soient en milieu syndiqué ou non? Et mon autre question, en fait, j'aurais peut-être voulu, vu que là, tu as présenté seulement tes résultats par rapport aux enjeux de lésions professionnelles, je me demandais si tu avais vu une différence quand on était dans des lésions dont l'étiologie n'est pas, par exemple, uniquement professionnelle. Voilà. Merci. Alors, sur le milieu, les milieux, j'ai fait en sorte qu'il y ait justement des milieux moins syndiqués ou pas syndiqués. C'est pour ça que j'avais choisi le milieu du secteur d'activité de l'informatique. Et donc, effectivement, c'est lorsqu'on voit les schémas justement de retour au travail, c'est le troisième schéma où finalement la relation du retour au travail se fait de manière plus directe entre le travailleur et les personnes qui sont aux ressources humaines, qui vont avoir en charge effectivement de s'occuper de ce retour au travail. Alors, la différence entre les deux, j'allais dire, elle peut avoir l'avantage qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le travailleur et l'employeur. Dans les deux autres schémas, on a toujours finalement des intermédiaires. Dans le premier schéma, c'est une commission qui a été constituée et qui fait finalement office
de grandes réflexions sur les solutions de retour au travail. Mais c'est vrai que finalement, le travailleur n'est pas impliqué dans ces commissions-là, donc on ne l'entend pas. On parle avec lui en dehors des réunions, mais pas dans les réunions. Et lorsque la relation est dans le milieu syndiqué et que le syndicat intervient, j'ai pas eu l'impression, quand j'ai interrogé des représentants syndicaux, des conseillers syndicaux, que finalement la discussion qu'il pouvait y avoir une discussion directe entre le travailleur et l'employeur. Alors c'est peut-être les points que j'ai remarqués prioritairement et peut-être qui m'interrogent. C'est sur mettre en place des intermédiaires. Est-ce toujours la bonne chose? Finalement, est-ce que de mettre des intermédiaires, on n'est pas là à supprimer une partie d'expression qu'on pourrait donner au travailleur directement sur ce qu'il veut, sur ses attentes, sur son vécu, ce qu'il a mal vécu au travail, mais ce qui peut aussi l'aider à reprendre une activité. Donc, c'est vraiment la différence. Alors après, sur le travail lui-même, alors lorsqu'on est sur un milieu non syndiqué, alors c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir cette relation directe. Après, la seule difficulté, et là, c'est les deux personnes des ressources humaines que j'ai interrogées ont eu exactement le même discours, c'est-à-dire qu'elle était très proactive à trouver des solutions. Après, c'était à ce que finalement, elles aient des marges de manœuvre pour le faire. Souvent, les directions générales n'appuyaient pas de manière préventive les problématiques. Et souvent, après, ça pouvait être difficile de trouver des solutions. Alors, après, tout dépend effectivement des difficultés. Alors là, c'était plus principalement dans le secteur informatique. Mais si c'était des problèmes avec un client, parce que beaucoup de consultants vont travailler directement dans l'entreprise cliente, si c'était un problème avec un client, il y avait toujours possibilité, selon aussi l'ouverture en compétences du travailleur, de pouvoir le repositionner chez un autre client et donc finalement arrêter la difficulté. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on manque de proactivité en prévention primaire, finalement, sur ces problématiques. Après, alors, ta dernière question? C'était sur, parce que vu que tu avais présenté là, par rapport à tout ce qui était plus lié au travail, de ce que je comprends, qu'en est-il donc des maladies, des troubles de santé mentale qui ne sont pas peut-être uniquement liés au travail, en fait, qui ne passent pas par le régime? Alors après, j'allais dire que c'est même plus facile pour les entreprises, parce que là, elles n'ont carrément pas à se poser la question de savoir, elles ne se posent carrément pas la question de savoir si le travail peut avoir un effet d'aggravation de la pathologie. Et c'est vrai que là, on est strictement dans le dispositif du handicap, du repositionnement, de l'accommodement des personnes en situation de handicap. Alors, soit on est des structures qui ont investi sur des solutions d'aménagement, comme j'ai pu le voir par exemple à la Poste en France. Et je crois que c'est le seul endroit où on m'a dit qu'il y avait des dispositifs et où on voyait des personnes ayant le statut de travailleur handicapé avec des problématiques de santé mentale. Et là, effectivement, on essaye de créer des postes doux, mais avec toute la problématique qui est que plus ça avance et plus ces postes doux sont envoyés à la sous-traitance, et donc on se prive finalement d'une certaine capacité. Ce qui veut dire que concrètement, si la personne n'arrive pas à s'adapter au travail tel qu'il est, très souvent la solution va être de trouver quelque chose ailleurs, donc en dehors de l'entreprise. Ben, merci, Monsieur Boucher. Oui, bonjour, merci de votre présentation, Monsieur Dautel. Vos constats sont lucides et douloureux.
Moi, je suis un ancien cadre supérieur du réseau de santé et j'ai été médecin conseil au tribunal administratif du travail pendant 10 ans. J'ai 2 commentaires et une question, ça va être très bref. Ce que vous décrivez est pire dans les PME qui sous-traitent leurs ressources humaines à des firmes extérieures. Donc, déjà, c'est difficile quand il y a à l'interne des ressources humaines compétentes et un bon lien avec les syndicats, mais quand c'est une PME qui délègue ça à l'extérieur, évidemment, les ressources humaines sont en conflit d'intérêts entre leurs contrats puis les services qu'ils pourraient donner aux travailleurs. Et c'est pire pour les cadres, même dans les grands réseaux, grands établissements. Les cadres, eux, sont souvent ceux qui présentent des problèmes de santé mentale aggravés par le travail et ils ne sont pas syndiqués. Donc, ils sont mal défendus et mal pris. Mais ça sur quoi j'aimerais avoir vos commentaires, c'est que pour avoir travaillé 10 ans au tribunal administratif du travail, il y a une porte d'entrée pour les travailleurs qui est de démontrer, par exemple, que leur état de santé, même s'ils avaient une prédisposition personnelle, a été aggravé par le stress ou les conditions de travail. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils doivent démontrer effectivement qu'il y a eu harcèlement ou toxicité. Donc, si le milieu de travail n'est pas en soi pathologique ou toxique, le travailleur ne peut pas réclamer une indemnisation ou le support de la CNESST. Et je pense que ça, c'est énorme parce qu'il y a... Et c'est pour ça qu'on a seulement 1% là, en fait, des réclamations qui sont acceptées. C'est parce que le travailleur a le fardeau de prouver que son milieu de travail est toxique. C'est extraordinairement difficile. Exactement. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai parlé à des conseillers syndicaux donc ici au Québec, effectivement, c'est le même constat qui m'a été relaté, dans le sens où on en arrive à avoir une pratique du côté des conseillers syndicaux à ne pas conseiller d'aller vers la CNESST et finalement de prendre l'assurance salaire parce que c'est plus facile. C'est plus facile à obtenir et que le travailleur qui est en plus en difficulté par rapport à sa problématique de santé mentale n'aura pas toute l'énergie qu'il faut effectivement mettre pour obtenir une reconnaissance du caractère professionnel de sa lésion ou de l'aggravation de son affection. Donc ça, c'est vrai. Autre chose qui est vrai, et là, c'était également, alors c'était dans le réseau de la santé, dans un des plus du côté de la ville de Québec, où on me relatait qu'il y avait aussi des structures qui étaient mises en place en interne. Alors, il y a un certain dénombrement de structures qui s'occupent de prévention en interne dans le centre des réseaux santé et sociaux, mais avec des structures qui peuvent être saisies pour alimenter, en tout cas pour divulguer une difficulté en lien avec le travail. La seule difficulté qu'on me disait, c'est que là également, alors certes, ce sont des structures paritaires, mais là également, il y a difficulté à faciliter la preuve que le travailleur est soumis à un environnement toxique. Et ce, d'autant plus lorsque tout le monde, tous les travailleurs du service, et Dieu sait qu'on sait que dans le réseau de la santé, du fait des sous-effectifs, on peut avoir une problématique qui n'est pas seulement individuelle, mais collective. Il peut être difficile, effectivement, de dire « moi, c'est pire que tout le monde ». Et donc, de fait, comme on dilue le problème dans la collectivité, et c'est un peu ce que je disais à un moment donné, dans le sens où on minore les effets de la santé, enfin, sur la santé mentale en fonction des contraintes inhérentes au métier, en disant bah, ça c'est le métier, il faut s'y faire, c'est comme ça. C'est vrai que ça rend d'autant plus difficile à pouvoir démontrer les effets finalement pernicieux ou délétères des environnements de travail. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires? Il nous reste encore quelques minutes. Si j'ai personne, je vais peut-être, moi, poser aussi une question. On sait qu'en matière de santé mentale, et particulièrement en matière de diagnostic de santé mentale, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a plusieurs études qui montrent, par exemple, qu'on tente à diagnostiquer plus facilement les femmes comme ayant des problèmes de santé mentale, même quand il s'agit d'autres types de problèmes. Et je me demandais si l'idée de mener des études auprès de travailleuses aussi pourrait être intéressante ou de regarder justement s'il y a des traitements différenciés qui se produisent dans ces contextes-là de retour au travail. Oui, on pourrait effectivement le faire. Après, effectivement, dans le cadre des entrevues, et c'est vrai que le fait d'avoir ciblé, alors on peut avoir deux choses. Le fait d'avoir ciblé le réseau de la santé et les centres hospitaliers, on se rend compte que finalement, ce qu'on m'a redonné comme information sur les difficultés en santé mentale concernait majoritairement des femmes, puisque les services dans lesquels j'ai eu des interlocuteurs, très souvent, c'était des services qui étaient à 80, 85%, voire parfois à 90% féminins. Donc c'est vrai qu'on peut finalement s'interroger à ce que, quand on parle d'inhérence des problématiques de santé mentale par rapport au métier lui-même, on peut se poser la question. Des aides-soignantes, le fait qu'elles aient peu de temps à consacrer à chaque patient pour faire ou préposés aux bénéficiaires au Québec, mais pour faire effectivement des travaux auprès du patient, l'aider à manger, l'aider à s'habiller, faire sa toilette, etc. Le peu de temps finalement qui est réservé fait en sorte que ça altère la qualité de la prestation telle qu'elle est interprétée par la travailleuse. Et c'est vrai que là, on est véritablement dans des environnements de travail féminins, et donc on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ces métiers plus féminisés n'ont pas leurs propres problématiques de santé mentale. Sur un autre plan, dans les autres métiers, alors que ça soit la poste ou informatique, alors informatique un peu moins effectivement de travailleuses, mais là également, il serait peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas des problématiques. Alors moi, je ne suis pas allé dans une analyse aussi fine finalement des difficultés, mais effectivement, on pourrait aller un peu plus loin et de voir s'il y a des spécificités sur les quelques travailleuses qui peuvent intégrer effectivement ces milieux qui sont beaucoup plus masculins, s'il peut y avoir effectivement des difficultés particulières avérées à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On arrive, il nous reste une minute. Je crois en fait, si on avait le temps de poser la question, je ne suis pas convaincue que vous auriez eu le temps d'y répondre. J'aimerais beaucoup vous remercier de votre participation aujourd'hui et merci à tout le monde aussi d'avoir été là. Je vous rappelle que nos séances sont enregistrées. Vous avez plein de remerciements dans la conversation que je vous invite à regarder en attendant. Et que donc, si vous souhaitez partager cette conférence avec d'autres personnes, vous allez recevoir le lien par courriel très bientôt et vous pourrez, c'est public, donc ça peut être partagé ensuite. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu présenter ces travaux-là chez nous. Merci à vous, avec plaisir et à bientôt.